Bonjour à tous et bienvenue à cette journée consacrée à l'intelligence artificielle et au travail. Donc, je suis Sandrine Aboubadrapoli, je suis la directrice de l'ARACT Île-de-France. On organise aujourd'hui cette journée dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail, qui est un événement organisé par l'ANACT depuis, c'est la 21e année cette année. Et le thème de cette année, c'est le travail de demain, préparons-le. Donc, quoi de plus d'actualité aujourd'hui que de parler de l'intelligence artificielle sur les enjeux du travail pour demain. L'intelligence artificielle, elle est là aujourd'hui dans notre quotidien. C'est une technologie qui, bon, ça c'est peut-être nos experts pourront nous en dire un peu plus, mais qui est en émergence. En tout cas, de nouvelles technologies autour de l'IA sont en émergence et elles redéfinissent nos façons de travailler, elles redéfinissent la façon dont nous interagissons avec la machine, mais entre nous également. Et elles redéfinissent également la façon dont on crée de la valeur dans les organisations, dans les entreprises. On vous propose aujourd'hui donc de réfléchir à ce futur qui est déjà là aujourd'hui et quel impact il aura sur notre travail et sur nos entreprises. Nous avons construit avec l'équipe de l'ARACT, avec nos partenaires, un programme destiné à la fois à poser un diagnostic partagé, de quoi parle-t-on, puis d'engager le débat avec vous. Donc vous verrez à travers le programme, il s'agit de réfléchir et d'essayer de se projeter dans le futur. Comment allons-nous adapter nos organisations? Nous démarrons cette matinée avec une conférence qui va être proposée par Ian Ferguson, qui est sociologue à l'INRIA et directeur scientifique de Laboria, et je le remercie très vivement pour sa présence. Cette conférence, elle sera suivie ce matin par 2 tables rondes qui accueilleront des experts, des représentants d'entreprises, des partenaires sociaux qui apporteront leurs témoignages et vont échanger avec nous sur 2 thèmes. L'IA en entreprise, quels sont les risques et quelles sont les opportunités? On va essayer d'aborder les 2 angles. Et un deuxième sujet autour du dialogue social et professionnel. Comment aller à travers ce dialogue vers une IA de la confiance. Je remercie d'ores et déjà les animateurs, les intervenants présents aujourd'hui pour leur participation donc, ce matin. Après ces tables rondes, nous conclurons avec le regard de l'ANACT sur ces transformations. Que peut apporter l'agence? Quelles sont les réflexions aujourd'hui portées par l'ANACT sur ces transformations? Donc Amandine Brugière, qui est au fond de la salle, nous apportera ce regard. Vous êtes cordialement invités également à un buffet sur place pour pouvoir enchaîner dès l'après-midi avec 3 temps. Un premier temps à travers un docu-débat. On va vous proposer en fait une projection pour ensuite susciter le débat et les questions à partir des images et du documentaire que nous verrons, qui s'appelle IA at Work. Alors c'est un documentaire en anglais mais qui est sous-titré, pas d'inquiétude, réalisé par Samuel Durand, qui réalise beaucoup de documentaires sur le travail, qui est tout récent, qui date de 2024. Ensuite, une mise en situation vous est proposée, 2 jeux, un atelier et un jeu vont vous être proposés. Un jeu sérieux conçu par Chloé Auru, qui est dans la salle, qui est designer organisationnel et systémique, et un atelier d'immersion dans le travail en 2050, conçu par l'ANACT et l'Université de la pluralité U+, intitulé « Et le travail de demain avec l'IA, on s'en parle ». Donc vous verrez, on vous répartira dans les ateliers avec un petit jeu là aussi. Je vous invite enfin tous à rester après ces ateliers ou à revenir si vous n'êtes pas présents cet après-midi à 18h pour la remise des prix du concours Le Travail en 2050. Alors c'est un événement de l'Institut d'études avancées de Paris, la Fondation 2100, en partenariat avec l'ANACT, l'INRS, ENSI, etc., qui sera suivi également d'un cocktail auquel vous êtes cordialement invités. Alors je termine mon introduction en remerciant tous nos partenaires pour leur très grand soutien dans l'organisation de cette journée. Alors ils sont cités sur la diapo, mais donc l'ENSI, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a aidés dans la conception de cette journée, France NUM, le Conseil national du numérique et France Stratégie. Je remercie aussi tout particulièrement la DRIETS Île-de-France, puisque c'est elle qui soutient tous nos projets, beaucoup de nos projets. Et
puis l'ARS qui soutient également des projets d'accompagnement dans le secteur du care sur les transitions numériques. Et bien entendu, l'équipe de l'ARACT, je préfère le faire tout au début de la journée plutôt qu'en fin de journée, et en particulier ceux qui ont été à la conception de cette journée, Anne Kiridze-Topor, Miaela Fiordine, Laurence Chappe, Séverine Parcouba-Boisfer, qui ont conçu cette journée qui, je l'espère, vous aidera, vous apportera plein de nouvelles choses. Alors, à l'ARACT aussi, vous dire que nous conduisons plusieurs projets autour de l'IA et du travail. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez vous associer à ces projets, vous êtes les bienvenus. Et merci de nous le signaler parce qu'on va lancer justement des projets autour dialogue social IA et transformation du travail et IA. Donc, si vous voulez tester, réfléchir avec nous, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà, une documentation aussi vous est remise dans vos dossiers qui va vous permettre de continuer à vous renseigner, à réfléchir et à vous projeter, prolonger la réflexion aujourd'hui. Je remercie donc Frédéric Pain, à qui je passe la parole, qui est directrice donc, générale de l'ENSI, qui nous accueille aujourd'hui. Merci, bonjour à tous, bienvenue dans l'antre de la création industrielle. Donc je ne sais pas combien de personnes dans la salle connaissaient déjà l'ENSI avant d'arriver. Please raise your hands. Ok, c'est pas mal quand même, c'est pas zéro. Bon, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on vous accueille, parce que vous adressez des sujets qui sont clés pour nos étudiants et que c'est important que vous connaissiez ce genre d'école aussi. Donc on est l'école nationale qui est la première à avoir installé il y a 40 ans en France un dialogue entre les arts de la création et les arts et les sciences de l'ingénieur. Donc ici, vous avez une haute dimension de la technicité chez nos élèves, qui sont des scientifiques et en même temps qui vont aller puiser dans les sciences de l'art pour travailler sur l'aspect formel. L'aspect formel dans tout ce qui nous entoure, c'est la première clé de compréhension du monde. C'est ce qu'on appelle l'esthétique. Le deuxième aspect, c'est le fonctionnel. On va tirer dans le design vers l'usage. Et le troisième aspect, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire quelle dimension politique, d'inscription dans le social, dans la société, dans l'économie, on va porter avec les propositions, les solutions que les designers créent. C'est ici que ça s'opère. Alors ici, c'est une grande école nationale. Souvent, je fais un parallèle avec une autre grande école nationale pour vous dire un peu l'analogie et du positionnement de cette école, puisqu'on n'est ni une école d'art, ni une école pure design, on est vraiment un laboratoire d'expérimentation pédagogique et aussi généraliste. Donc on est un peu l'école polytechnique du design, dans le sens où ici, on ne va pas faire que des objets. Je pense qu'en général, tout le monde connaît le design de signature, la chaise emblématique, la lampe emblématique. Mais ici, on va aussi travailler sur le futur du travail. On va aussi avoir des très beaux projets de diplôme sur l'intelligence artificielle. Et Dieu sait, sur cette dimension-là, impacte énormément les sciences de la conception et de la création. Mais on va aussi travailler avec l'hôpital des 15-20, on va aussi travailler avec des ONG, comme par exemple la Croix-Rouge, sur le futur des réflexions autour de comment ces ONG peuvent intégrer les dimensions aussi du développement durable, par exemple. Donc on est vraiment sur des sujets très variés. Le design, c'est la science de la conception du sens. Le sens, c'est très intéressant pour nous en design. Pourquoi ? Parce qu'il a deux sens en français. Alors, intraduisible en anglais, je suis obligée d'être beaucoup plus pragmatique en anglais. Donc le sens, c'est une direction, c'est pragmatique, ça se calcule. D'où notre travail sur tout ce qui va être plutôt technologie scientifique. Et l'autre dimension du sens, c'est la perception. La perception, ça va être tout l'univers de compréhension autour de cette bébête étrange que l'on appelle l'être humain. L'être humain, c'est hyper compliqué d'en faire le tour et vous allez en parler aujourd'hui. Quand on parle du travail, bien, il y a beaucoup de sujets autour de l'être humain en collectif, l'être humain dans un système de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc ici s'opère en permanence ce dialogue entre ces deux sens du mot sens. Ce que je voulais aussi vous préciser, je vous ai parlé tout à l'heure que l'ENSI, c'est un laboratoire d'innovation pédagogique, puisqu'on est la seule école presque au monde. Alors c'est toujours un pari que je lance à l'assistance. Si vous trouvez une autre école qui fonctionne comme nous, je vous offre le petit-déj tous les matins pendant 1 an. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé, et je suis directrice de recherche aussi, allez-y. On est la seule école aujourd'hui à avoir un bac+5, c'est un niveau grade de master, à être
sans aucune notion de promotion. Il n'y a pas de première année, il n'y a pas de deuxième année, il n'y a pas de troisième année. Nous sommes totalement en pédagogie par projet. L'élève choisit un projet tous les 6 mois. Et autour de ce projet va venir s'agréger les compétences qu'on appelle la pédagogie totalement inversée, mais on est les seuls au monde à délivrer un grade de master depuis la première année à la 5e année. C'est une pédagogie, c'est presque une machine de guerre, cette pédagogie, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ici, on est une petite école, hein, on a 350 élèves, mais 350 parcours entièrement individualisés. Ça fait des personnalités très fortes qui sortent de l'école avec une très forte complexité, compréhension du monde, capacité de voir le monde sous un écosystème très complexe qu'il est aujourd'hui. Voilà, je serais ravie de vous faire visiter l'école si vous voulez revenir. Nous faisons beaucoup aussi de partenariats avec vous tous, donc n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus. Ce qui est aussi fondamental dans notre enjeu aujourd'hui, et ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui puisque vous allez travailler là-dessus aujourd'hui, c'est que c'est paradoxal de travailler sur le futur du travail en 2050 alors qu'aujourd'hui, et depuis d'ailleurs très récemment, on est en pleine incertitude, donc cette projeter en 2050 est un exercice extrêmement compliqué, mais c'est nécessaire, parce qu'il faut aussi se projeter sur des imaginaires, construire ces imaginaires qui nous feraient sens, justement, et donc c'est tout l'enjeu aussi d'avoir cette prise de conscience que vous allez faire aujourd'hui, et j'aimerais vous citer une phrase de Kierkegaard, qui est un philosophe, parce que c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, puisque incertitude, projection en 2050, équation impossible, on est en vrai paradoxe aujourd'hui, mais le paradoxe, et c'est bien ce qui s'opère ici dans cette école, c'est un moyen d'ébranler les pensées trop sûres d'elles avec ce que la vie possède d'irréductible. Je vous laisse avec ça, et je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, la parole de conclusion de cette introduction par Madame Pernette, qui est directrice adjointe de la DRIEETS Île-de-France et qu'on remercie très vivement de sa présence. Merci beaucoup. Donc effectivement, Catherine Pernette, directrice régionale adjointe en charge des politiques du travail pour la DRIEETS. D'abord, ravie d'être présente ici aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrais pas être présente sur toute la journée. J'essaierai de vous rejoindre un petit peu plus tard donc dans la soirée. Vous dire peut-être très très rapidement, hein, parce que d'abord on fait le constat tous que donc de nombreux domaines commencent à intégrer l'intelligence artificielle. Notre vie personnelle commence effectivement à être touchée par cette intelligence, mais également au travail. C'est ce qui nous anime aujourd'hui dans le cadre de cette réunion, et beaucoup de métiers. Alors c'est vrai qu'ils améliorent désormais le fonctionnement des machines, mais surtout ce qui me questionne, ce qui peut questionner un préventeur vraiment, et ça c'est un véritable enjeu, c'est l'interaction avec le monde physique et donc avec les salariés dans les entreprises. Ce changement interpelle vraiment et il interpelle aussi l'action de l'État sur ces sujets-là en termes de prévention des risques en matière de santé, sécurité au travail plus globalement dans les entreprises. On fait le constat évidemment, moi ce que je vois plus précisément lorsque je vais visiter des entreprises, c'est l'automatisation des tâches routinières qui commence à prendre le pas, notamment dans l'industrie, ou l'amélioration des capacités analytiques qui est mise en avant dans certaines entreprises. Mais on voit aussi l'impact de l'IA sur l'efficacité dans le domaine de la finance, dans l'assistance juridique, ou dans la création et le contenu de certaines nouveautés, innovations. Donc ça, on le voit de plus en plus. On le voit aussi beaucoup dans le domaine de la santé, puisque l'intelligence artificielle a aussi pour objet d'assister le diagnostic ou bien de personnaliser des traitements. Pour nous, DRIEETS, une question, et puis peut-être trois axes importants. Une question, c'est la question sur qu'est-ce que l'IA ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à partager une définition commune de ce que c'est que l'IA pour pouvoir ensuite en identifier les conséquences et aussi les risques, tout ce qui est positif mais également négatif. Et je pense que voilà, cette journée, elle a aussi, j'espère, pour objet d'approfondir cette notion d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ça recouvre dans toutes ses facettes, et notamment au regard donc de son introduction dans le monde du travail ? Bon, je pense que ça, c'est vraiment... Moi, j'attends quelques réponses.
La DRIET, elle est vraiment, je dirais, au cœur des enjeux de l'intelligence artificielle à 3 titres. D'abord, intelligence artificielle et emploi et formation. Parce qu'on sait que l'introduction notamment de technologies nouvelles, en cas de mutation technologique dans l'entreprise, derrière l'enjeu c'est d'accompagner les salariés. Voilà, pas de décrochage, donc une gestion maîtrisée de l'introduction de nouvelles technologies nécessite évidemment qu'on travaille sur les emplois, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises. Le deuxième enjeu pour nous, c'est les conditions de travail. Là encore, on est sur l'introduction de nouvelles conditions de travail, mutations technologiques, introduction de nouvelles technologies, telles qu'elles figurent dans le Code du travail, elle est prévue. Pour autant, on ne s'attendait pas évidemment à cette forme nouvelle d'introduction de nouvelles technologies, avec les risques d'accident que cela peut engendrer, mais également tout le lien avec la charge mentale, le stress, l'utilisation de machines nouvelles, à haute technologie, de grande valeur, donc avec tout l'enjeu que peut porter du coup le salarié à l'utilisation de cette nouvelle technologie au sein de l'entreprise. Avec évidemment une obligation de l'employeur classique, mais que je rappelle, qui est d'évaluer et de prévenir les risques. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est le principe de base. Et je pense qu'il faut aussi être en capacité de l'appliquer lors de l'introduction d'IA dans l'entreprise. Et enfin, le troisième thème qui est aussi très important, il me semble, c'est IA et dialogue social. Comment associer les partenaires sociaux, sachant qu'il y a aussi une obligation légale à l'information et à une consultation, notamment du comité social et économique dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies, mais comment est-on en capacité d'associer les partenaires sociaux sur une réflexion sur l'introduction de cette nouvelle technologie dans l'entreprise, avec toutes ses conséquences. Quel dialogue engage-t-on? Quelle formation des partenaires sociaux, et là je reviens à ma question initiale, qui est le partage d'une définition commune de l'IA, ici dans cette réunion, mais aussi au sein de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais dire pour la DRIES, et vraiment merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Merci. Merci Madame Pernette. Alors je vais appeler Yann Ferguson à la table et simplement vous signaler un petit oubli de ma part, vous indiquer que nous avons aujourd'hui aussi proposé un facilitateur graphique, Marc Savard, de croquer la journée et d'en faire des petites synthèses. Donc on aura aussi ses retours tout au long de la matinée. Et je le remercie vivement. Merci beaucoup Yann. Alors je vous présente très rapidement peut-être avant de démarrer. Donc vous êtes sociologue, je le disais, à l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, directeur scientifique de Laboria et d'un programme qui est un programme de recherche sur les effets de l'IA sur l'emploi, le travail et les organisations, qui est mené en partenariat avec le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Alors vos travaux, ils sont dédiés à l'accompagnement des politiques publiques. Vous vous intéressez aux situations de travail, donc ça tombe bien, c'est vraiment nos sujets à l'ANACT, la transformation des métiers, les conditions de travail, le management, l'inclusion et le dialogue social. Et vous accompagnez également des entreprises sur les enjeux éthiques de l'IA. Alors voilà, je rebondis sur la question que posait Madame Pernette. Voilà, est-ce que vous pouvez nous aider aussi dans votre intro à mieux comprendre ce qu'est l'IA? Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci pour l'accueil dans cette école. Donc effectivement, le Laboria, lancé en novembre 2021 par le ministère du Travail et INRIA, par à l'époque Elisabeth Borne. Et effectivement, on était dans une temporalité plutôt de préparer ce qu'on appelait the future of work, le futur du travail. Il y avait beaucoup de groupes de travail sur cette question-là. Et ça ne vous a pas échappé que le sujet a connu quand même une accélération à partir du 30 novembre 2022. Alors on a une espèce de date comme ça, qui est pour beaucoup de gens l'introduction de l'IA concrète. En tout cas, l'IA était déjà là par les algorithmes de recommandation, mais concrètement, ils ont l'impression de pouvoir manipuler l'intelligence artificielle. Et il s'est passé aussi quelque chose, c'est que sans qu'on leur demande, les utilisateurs alors c'était ChatGPT évidemment, ont commencé à l'utiliser au travail. C'est-à-dire qu'on va le voir, aujourd'hui, la majorité des pratiques et des usages conscients de l'intelligence artificielle au travail sont des initiatives d'employés, à l'insu de leur employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de perspective, et on va voir dans quelle mesure, qu'est-ce que ça nous révèle sur notre sujet de l'IA au travail.
Alors, effectivement, j'ai cette lourde tâche de poser un cadre de définition, sachant que vous mettez plusieurs experts de l'intelligence artificielle, vous les laissez à la fin de la journée, ils ne sortent pas avec une définition unifiée de l'intelligence artificielle, parce que déjà, ils ne sortent pas avec une définition unifiée de l'intelligence, et donc c'est très compliqué. Mais on va quand même essayer de poser quelques cadres, notamment autour de l'intelligence artificielle en tant que discipline. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une discipline de recherche qui a été créée en 1956 à l'occasion de la Dartmouth Conference. Vous voyez les 10 fondateurs, vous voyez 10 messieurs blancs, ça c'est toujours un problème. On pourra y revenir si vous voulez. Mais voilà, ces 10 messieurs se réunissent en 1956 pour fonder les nouvelles bases d'une discipline qu'ils appellent intelligence artificielle. Ils avaient notamment utilisé ce terme dans leur déclaration de 1955, un an avant, où ils avaient évoqué leur projet d'université d'été, en fait. Et le but de cette discipline, c'est de construire des programmes informatiques. On est dans les années 50, et vous savez que dans l'après-guerre, s'est révélé un certain nombre de travaux qui avaient été développés à des fins militaires. On pense évidemment à la machine de Turing, mais il y a aussi l'ENIAC aux États-Unis. Et donc, dans les années 50, se dévoilent ces travaux, et ces 10 messieurs, et puis d'autres, sont persuadés qu'on peut non seulement développer des programmes informatiques sous la forme de suites logiques d'instructions, ce qu'on appelle maintenant des algorithmes, mais on peut les rendre intelligents. Intelligents, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Eh bien, ça veut dire qu'on va les rendre capables de faire des tâches qui, pour l'instant, sont réalisées de façon plus satisfaisante par des êtres humains, parce qu'elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau. Il donne une petite liste: l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Voilà des tâches mentales qui nécessitent des processus mentaux de haut niveau. Et l'idée, c'est de rendre la machine capable de les réaliser. Donc quand vous entendez intelligence artificielle, si on est un peu respectueux du terme, on parle d'une discipline. Donc c'est vrai que quand on dit les IA au travail, les IA font... Je le dis par ailleurs, donc je ne vous en veux pas, mais c'est un peu comme si on disait les mathématiques, la physique, comme si on utilisait la discipline pour une application. Ou je vais monter dans mon moteur à explosion, alors qu'on monte dans la voiture. Vous voyez, donc normalement, on ne devrait pas dire les IA, mon IA, j'ai utilisé l'IA. Non, c'est une discipline de recherche. On utilise, pareil, il y a des petites batailles terminologiques, mais l'OCDE dit des systèmes d'IA, donc il faut entendre des applications qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle. On dit parfois des applications de l'IA ou des technologies d'IA. Mais voilà, il faudrait faire sa distinction entre la discipline et ses applications. Sachant que ce n'est pas la même communauté qui développe la discipline et les applications, pas nécessairement en tout cas dans la recherche publique. Dans les GAFA, chez Google, Amazon, Facebook, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a parfois les mêmes communautés. Donc d'entrée, dès les années 50, ils imaginent 2 chemins pour rendre capables ces machines de réaliser ces processus mentaux de haut niveau. Le premier chemin, on l'appelle l'approche symbolique. On appelle aussi ça l'IA logique. En fait, ça consiste à essayer d'expliciter les raisonnements humains, un peu comme quand vous apprenez le théorème de Pythagore, et puis vous apprenez ensuite à l'utiliser dans une situation. Et donc, l'approche symbolique, ça consiste à expliciter les plus grands raisonnements humains pour les mettre dans une machine, de manière à rendre la machine capable de mobiliser ce raisonnement humain en situation. Et au travail, ça va donner l'opportunité pour celui qui ne maîtrise pas ce raisonnement et cette logique de pouvoir le faire parce que la machine a intégré ces raisonnements de haut niveau. Donc ça, c'était l'approche symbolique. La deuxième, qui a été posée dès le départ aussi, l'approche connexionniste. Alors on l'appelle aussi IA empirique ou IA numérique. Et puis aujourd'hui, vous allez entendre parler de machine learning, de deep learning, et puis maintenant d'IA générative. Alors il y a des différences entre ces différents termes, mais le concept englobant est le même. L'idée n'est pas d'intégrer des règles dans la machine pour ensuite qu'elle les mobilise en situation, mais plutôt d'intégrer des données dans la machine qui va, à l'intérieur de ces données, identifier des règles. Sauf que ces règles, ce ne sont pas des modèles, comme nous, comme un théorème de Pythagore, ce sont des corrélations. Et là, ça devient un peu compliqué parce qu'on nous a appris, dans nos pratiques scientifiques, que corrélation n'est pas causalité. Et dans la science, on travaille sur des modèles, et ce n'est pas parce qu'il y a des corrélations entre les données qu'on va dire qu'il y a une causalité. Mais là, l'idée, c'est, avec une très grande quantité de données, eh bien, les corrélations
vont pouvoir avoir une force de causalité. En tout cas, vont être utilisées par la machine comme une manière de régler le problème. Donc dans un cas, on apprend de haut en bas, on a une machine qui fonctionne de haut en bas, des règles vers le monde, vers les données. Et dans le cas de l'IA connexionniste, qui va faire des connexions entre les données, on part des données vers la règle. En 1969, un des grands fondateurs de l'IA, Minsky, écrit un livre avec Seymour Papert qui s'appelle Perceptron. Perceptron, c'est le nom d'une application qui utilise une méthode de l'approche connexionniste qui s'appelle les réseaux de neurones, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les réseaux de neurones. Et ce livre est une démonstration mathématique que les réseaux de neurones ne marcheront jamais. Voilà. Il démontre mathématiquement l'ineptie de cette approche en disant non seulement ça ne marche pas, et c'est vrai que ça ne marchait pas, mais en plus rien ne permet de penser que la complexification des réseaux de neurones, c'est-à-dire l'addition de couches, va permettre de rendre la machine capable de résoudre les problèmes qu'elle ne sait pas résoudre aujourd'hui. Ces problèmes-là, on les appelle des problèmes non linéaires. Donc, il condamne en 1969 l'approche connexionniste, et les auteurs avoueront plus tard que s'ils ont fait ça, c'est aussi parce qu'ils en avaient marre que des subventions leur passent sous le nez pour aller financer l'approche des réseaux de neurones. Vous voyez, tout n'est pas 100% scientifique dans la science. Parfois, il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de concurrence. En 1958, cet homme, Herbert Simon, qui était un des 10 messieurs d'Erasmus Summer Programme, Herbert Simon, qui était à la fois prix Alan Turing d'intelligence artificielle, qui est l'équivalent du prix Nobel d'IA, et prix Nobel d'économie, nous annonce en 1958 que dans 20 ans, les machines seront capables de réaliser tout ce que les humains peuvent faire. Dans 20 ans, les machines seront capables de réaliser tout ce que les humains peuvent faire. En 1978, donc 20 ans plus tard, on était au cœur de ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle. Donc avec ses quasi 2 prix Nobel, il s'est planté. Voilà. Ce qui nous amène à beaucoup d'humilité, notamment par rapport aux travaux que vous allez mener sur 2050. Si vous vous trompez, c'est pas grave, des Nobel l'avaient fait avant vous. Voilà. Donc tout va bien. Donc Herbert Simon nous annonce ça, très optimiste, et d'ailleurs, il traduit bien l'optimisme du Erasmus Summer Programme. Ils sont persuadés qu'en quelques décennies, l'intelligence humaine se fera attraper par la machine. Vous voyez qu'on est à nouveau dans cet enthousiasme, et comme il y a plus de 50 ans, on est persuadé que cette fois, on a raison. Enfin, les gens de la tech, je vous mets dedans, mais peut-être que vous ne le pensez pas. Donc ça n'est pas arrivé. Posons-nous la question de pourquoi ce n'est pas arrivé, notamment du point de vue du travail. Ce n'est pas à vous, je pense, que je vais l'expliquer, mais il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons les plus connues, que vous connaissez probablement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Polanyi. Le paradoxe de Polanyi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est Michael Polanyi, pas Karl, l'économiste. Michael Polanyi a écrit un livre qui s'appelle The Tacit Dimension, que l'on peut résumer ainsi: nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez un expert et que vous lui demandez « mais comment tu fais ?» Eh bien, comme dirait l'autre, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Et pourquoi il ne vous dit pas tout? Parce qu'il ne sait pas qu'il le sait. Et le paradoxe de Polanyi va plus loin. Plus on est bon, moins on sait ce que l'on sait. Et donc, si vous vous souvenez bien de l'approche symbolique, qui consistait précisément à aller faire éliciter l'expertise des plus grands experts pour les mettre dans la machine, eh bien, si l'expert ne sait pas ce qu'il sait, comment le mettre dans la machine? Celui qui sait tout ce qu'il sait, c'est l'étudiant qui vient d'être diplômé. Il vient de passer l'examen. Alors pas dans la pédagogie par projet qui a été présentée, mais dans la pédagogie classique, il passe l'examen, il sait tout ce qu'il sait. Mais quand il arrive sur le marché du travail, vous ne l'appelez pas expert, vous l'appelez débutant. Voilà. Et donc plus on monte en expertise, plus la différence qui se fait avec le débutant se loge dans l'indicible de l'expérience au travail. Donc on est coincé. Alors, qu'est-ce qui permet de penser qu'on est décoincé? À partir des années 2010, il se passe quelque chose. D'abord, on a un véhicule qui fait des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres, sans accident. Alors, ce n'est pas la Google Car qui a démarré, c'était à la DARPA, dans l'administration de la défense américaine, mais la Google Car, c'est comme ça qu'on a eu l'info. La conduite d'un véhicule était l'exemple emblématique de Polanyi et de son paradoxe. Quand on conduit, on ne réfléchit pas, on ne mobilise pas des règles, on mobilise de l'expérience. Et tous les matins, notamment pas en région parisienne, mais ailleurs, moi je viens à Toulouse,
On prend la voiture et on résout des problèmes qu'on n'a jamais résolus auparavant. Mais on utilise l'expérience pour ça. Et on le fait sans trop réfléchir, à part quand ça devient très compliqué, comme un créneau difficile. Donc là, on se rend compte que le véhicule est capable de conduire. Et comment on a fait ce véhicule autonome? Alors évidemment, on ne l'a pas mis à 18h place de l'Étoile et on lui a dit apprends à conduire, parce que là, on est mal. Non, non, on lui a mis plein de règles. Mais tout ce qu'on n'a pas été capable de formaliser, on l'a amené à la machine par l'apprentissage. Deuxième chose très difficile à formaliser, le langage. On a plein de théories sur le langage, mais on ne sait toujours pas vraiment comment on apprend à parler. Quand on arrive à l'école, on sait parler. On connaît la grammaire, on connaît la conjugaison, et une fois qu'on sait parler, on apprend les règles. On l'apprend de bas en haut. A l'inverse, la seconde langue, celle qui est si difficile à pratiquer, on l'apprend de haut en bas. On apprend les conjugaisons, les verbes irréguliers, et puis après, souvent, on s'arrête là. Voilà. Fait qu'en France, on connaît très bien les verbes irréguliers, mais on ne sait pas parler anglais. Pas parti pour parler à l'étranger. En 2011, Watson, qui était à l'époque la super IA qui faisait le super buzz, c'était le chat GPT de 2011, mais il n'y avait pas grand monde qui le savait, eh bien, terrasse 2 champions américains de jeux TV, en direct, à Jeopardy. Alors là, c'est un petit marquage générationnel. Jeopardy, c'est un jeu qui est arrivé dans les années 90 en France, qui est animé par Philippe Risoli. C'est un jeu qui est original parce qu'on ne vous donne pas des questions, on vous donne des réponses. Et les joueurs doivent trouver les questions. Et vous connaissez, si vous regardez Questions pour un champion de temps en temps, la force de ces joueurs. Vous leur donnez les 3 premiers mots et ils connaissent déjà ce qu'il faut dire. Eh bien, Watson a terrassé ces 2 champions en langage naturel. Troisième élément, ImageNet, concours de reconnaissance d'images. Ce concours de reconnaissance d'images est organisé depuis des années et il met en compétition les systèmes de machine learning pour voir dans quelle mesure ils sont capables de reconnaître des images. Et depuis des années, on plafonne à 85% de reconnaissance d'images. Et là arrive Geoffrey Hinton avec une équipe d'étudiants qui utilise des réseaux de neurones, cette même technologie qui avait été complètement disqualifiée en 1969 par Minsky et Pepper. Donc ils arrivent, on ne sait même pas qu'il y a encore de la recherche là-dedans, enfin, on s'en doute un peu, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de congrès, ils sont un peu en cachette. Les travaux se sont déployés à la fois évidemment par Hinton, par Joshua Bengio et Yann Lequin, le trio qui aura le prix Alan Turing en 2018. Yann Lequin, c'est le français. Et ils arrivent avec leur bazar et ils arrivent à 92% de réussite. Ils explosent le plafond de verre qu'on avait depuis des années. Et l'année suivante, 2013, tout le monde fait du deep learning. Tout le monde fait du deep learning. Ça marche, mais on ne sait pas comment. Ça, c'est le problème, c'est la boîte noire. Dernière chose, 2016, vous connaissez probablement cette info, un jeu créé par DeepMind, qui est une spin-off de Google, AlphaGo, terrasse un des plus grands joueurs de l'histoire de jeux de Go. Alors vous allez me dire, bon, très bien, bon, le jeu de Go c'est peut-être plus compliqué que les échecs, mais non, en fait, ce qui est intéressant, sur lequel je vais vous souligner, c'est le fameux 37e coup. Le 37e coup d'une des parties entre le joueur humain et la machine. Ce 37e coup, lorsqu'il est joué par la machine, tout le monde explose de rire. Intérieurement quand même, parce qu'on se retient. Et se dit, c'est un coup débile. Nous avons la preuve que la machine n'est pas intelligente. Et le joueur humain perd. Bien plus tard dans la partie, on retrace toute la partie, vous avez des analyses du jeu, et on se rend compte qu'en fait, ce 37e coup, il était génial. Et que dit le joueur, Lucidol? Il a dit, je pensais que c'était que des probas, je pensais que c'était qu'une machine. Quand j'ai vu ce coup, j'ai changé d'avis. C'était évident qu'AlphaGo était créatif. Ce coup était vraiment beau et original. Donc à nouveau, on brise un plafond de verre. La machine semble être en capacité de créer des choses nouvelles. Donc tout ça, point commun, on est dans une approche non pas symbolique, mais c'est la revanche des réseaux de neurones. Tout le monde part sur les réseaux de neurones à partir des années 2010, et c'est ce qui laisse penser que l'IA peut bosser, parce que cette approche par les réseaux de neurones serait en capacité d'aller chercher le paradoxe de Polanyi. Ce qu'on n'arrive pas à formaliser, eh bien, on va le chercher par les données. Voilà pourquoi on pense que l'IA peut bosser à partir des années 2010, même si on est encore très loin d'avoir ce fameux tsunami qui est décrit par les médias.
Alors une fois qu'on a dit qu'elle peut bosser, on va regarder sur quoi elle a progressé. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle n'a pas progressé là où on pensait qu'elle allait progresser. En 2013, donc un an après la fameuse victoire de l'équipe de Geoffrey Hinton à ImageNet, un article dont vous avez sûrement entendu parler, ça ne vous a pas échappé vu que le travail vous intéresse. Cet article de 2013 annonce que 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10 à 20 ans. Quasiment un emploi sur deux. Dans notre jargon, une probabilité haute d'automatisation, ça veut dire que plus de 70% des tâches qui composent un métier pourraient être réalisées de manière plus efficace, égale, toute chose égale par ailleurs, ou plus efficiente par une machine. Et donc, sur ces trois critères, on pourrait être amené à privilégier une machine ou plusieurs machines plutôt qu'un travailleur humain. Alors comment ils ont atterri sur ces 47%? Ils ont utilisé ce qu'on appelle, ça c'est très chic, si on le retient, les goulets d'étranglement à la frontière technologique. Les goulets d'étranglement à la frontière technologique, en anglais c'est bottleneck to automation. Qu'est-ce que c'est un goulet d'étranglement? C'est une forme d'intelligence qui, selon eux, fait obstacle sur un pas de 20 ans à l'introduction de l'IA dans un métier. Et donc plus vous avez une prévalence de cette forme d'intelligence dans votre métier, moins vous serez exposé à l'IA. On est en 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans. Quels sont ces goulets? La perception et la manipulation, la dextérité des doigts, la dextérité manuelle, travailler dans des espaces de travail exigus, dans des positions inconfortables. Les artisans, voilà, ne seraient pas exposés à l'IA sur leur cœur métier, peut-être pour faire les factures, mais ils ne seraient pas exposés à l'IA sur leur cœur métier. Vous avez peut-être vu cette affiche qui avait circulé aux États-Unis. Hey, salut, ChatGPT, essaie de finir ce bâtiment. Voilà, et nos compétences sont irremplaçables. Deuxième forme d'intelligence qui ferait obstacle à l'IA, l'intelligence créative. C'est là où vous commencez à voir que c'est un petit peu vieilli. Avoir des idées nouvelles, beaux-arts. Plus vous êtes créatif dans votre travail, moins vous seriez exposé à l'IA. Et enfin, l'intelligence sociale, comprendre les autres, négocier, persuader, prendre soin des autres. Plus vous mobiliserez ces compétences, moins vous seriez exposé à l'IA. Le graphique star de l'article, c'est celui-ci. Vous avez d'un côté les tâches à très fort taux d'exposition, et de l'autre, les tâches qui auraient un très faible taux d'exposition. Alors, puisque vous allez voir le film cet après-midi de Samuel, Osborne est interviewé dans le film, et il est un des deux co-auteurs de cet article. Et il va vous dire qu'il s'est planté. Il était persuadé, par exemple, que la conduite d'un véhicule, ça serait dans 3-4 ans. Et on n'y est toujours pas. Pas que pour des raisons réglementaires, par ailleurs, parce que sur plein de sujets, c'est encore compliqué. Donc il va reconnaître quand même un peu son erreur, et vous allez voir pourquoi on a aussi évolué par rapport à cette projection. Pour la France, on était à 42% selon Roland Berger, avec la même méthodologie, et à 50% selon Bruegel. Donc on est en 2013, on prend la voiture à se déplacer dans le temps, et on va en 2023 au CDE. L'OCDE fait une étude à l'été 2023, enfin, publie une étude, où il commence par un état de l'art des 10 applications de l'intelligence artificielle qui ont connu les progrès scientifiques les plus significatifs. Les 10 applications. Quelles sont-elles? Reconnaissance des pistes musicales, instrumentales, pas musicales, instrumentales, vous avez peut-être Shazam sur votre téléphone. Reconnaissance du langage, traduction, jeu de stratégie abstraite, on l'a vu avec le jeu de Go, modélisation du langage, réponse à des questions visuelles, reconnaissance d'images, génération d'images, compréhension de la lecture et jeux vidéo en temps réel. Quel est le point commun entre ces 10 applications qui sont un peu éclectiques, il faut le dire? Eh bien, l'OCDE nous dit finalement, contre toute attente, l'intelligence artificielle a beaucoup plus progressé sur les tâches cognitives de haut niveau, non répétitives. En 2013, on nous disait l'IA va automatiser largement des tâches à faible valeur ajoutée. Pour les organisations, gain de productivité. Pour le travailleur, déplacement sur des tâches à haute valeur ajoutée, plus valorisantes, plus épanouissantes, etc. C'était ça la punchline de l'IA. Pour les organisations, meilleure productivité. Pour les travailleurs, libération. Vous savez, le rapport Villani nous dit en mars 2018, l'IA est une occasion unique de désautomatiser le travail humain. Comme si le travail avait mis un petit robot en nous et que l'IA allait le sortir. Et enfin, on serait des humains. Donc, on n'est pas
finalement sur cette tendance, nous dit l'OCDE en tout cas, on est au contraire sur des tâches cognitives de haut niveau, non répétitives. Alors là, on n'a que 10 applications. Ça veut dire quoi en termes de compétences? L'OCDE va utiliser un algorithme de matching entre ces 10 applications et une nomenclature de compétences. Cette nomenclature de compétences, c'est celle de l'OCDE que l'OCDE utilise dans son enquête appelée PIAC. L'enquête PIAC, c'est une enquête mondiale sur les compétences des adultes. Donc, ils vont regarder comment ces 10 applications matchent avec leur nomenclature de compétences. Quelles sont les compétences, du coup, professionnelles sur lesquelles l'IA a le plus avancé? L'ordonnancement de l'information, organiser des informations selon un schéma établi à l'avance. La mémorisation. La vitesse de perception, la vitesse avec laquelle les systèmes d'IA peuvent identifier des différences et des similitudes dans des ensembles de données. La vitesse de structuration, organiser des grandes quantités de données selon un schéma cognitif. Et la flexibilité de structuration, toujours cette capacité à structurer des datas dans des schémas cognitifs, mais des datas qui peuvent être masquées par d'autres données perturbantes. Sur quoi l'IA a le moins avancé selon l'OCDE? La stabilité main bras, la résistance, la force statique, la force dynamique et la force du tronc. L'IA aurait beaucoup plus avancé là que là. Question, qui est du coup exposé? Vous vous souvenez du schéma de 2013? Eh bien, il faut regarder qui mobilise ces compétences. Et là, l'OCDE nous dit les emplois très qualifiés. Managers, directeurs généraux, ingénieurs seraient les 3 métiers les plus exposés à l'IA, et vous voyez dans des proportions supérieures à 80%. La grande différence, c'est que dans ces 10 ans, on parle de moins en moins d'automatisation et de plus en plus d'aide à la décision. On parle beaucoup de compagnons, avec des dérives anthropomorphiques qu'il faut pouvoir discuter, notamment sur le plan éthique. Jusqu'à présent, les dirigeants qui me sollicitaient étaient tranquilles et ils me disaient « aidez-nous à accompagner nos collaborateurs ». Maintenant, ils nous disent « aidez-nous ». Voilà. Et c'est intéressant quand les dirigeants se mettent dans le collectif de travail, ne se mettent pas au-dessus du collectif de travail. Alors pas tous, mais ils se rendent compte, notamment au moment où je leur annonce ces chiffres, ça rigole moins. Voilà. Donc voilà un peu cette évolution. Maintenant, évidemment, on va parler de l'IA générative. Alors l'IA générative, c'est évidemment ChatGPT, mais pas que. Vous avez d'autres applications. Vous n'avez pas que du texte. Le texte, on appelle ça les LLM. Vous avez aussi de la génération d'images, de la génération de vidéos, la génération de musique. Donc vous avez énormément de possibilités et notamment ça va déplacer la réflexion vers les industries culturelles et créatives qui sont aujourd'hui très fortement mobilisées pour comprendre ces transformations. Avant l'IA générative, on pouvait estimer que moins de 1% des travailleurs français avaient une expérience de travail consciente avec des applications de l'intelligence artificielle. Avec l'IA générative, on est autour d'une estimation de 1 sur 5. Avec cette différence que je vous ai évoquée, c'est que le moins de 1% étaient des initiatives d'employeurs et le 20% ce sont des initiatives d'employés. Alors la première chose qui m'a surpris, moi en tant que sociologue, je ne vais pas vous dire que je l'avais vu venir. Alors, on connaissait tous ChatGPT, mais on ne savait pas, enfin moi en tout cas, je ne pouvais pas prédire. Maintenant sociologiquement, je vous explique pourquoi, mais je ne l'avais pas du tout anticipé. Pourquoi non seulement ça aurait un tel succès, mais en plus, pourquoi les gens l'utiliseraient au travail. Première chose qui m'a surpris, c'est que ChatGPT est un énorme succès, mais c'est une IA, entre guillemets, indigne de confiance. Alors pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'on a défini ce que c'est l'IA de confiance. On l'a défini par ce groupe de travail qui a été réuni par la Commission européenne en 2018, avec un document, ligne directrice en matière d'IA, en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Donc de la dignité. Quelles sont ces 7 exigences? L'action humaine et le contrôle, la robustesse technique et la sécurité, le bien-être sociétal et environnemental, la diversité, la non-discrimination et l'équité, la responsabilité, il ne faut pas altérer les imputations de responsabilité, la transparence des systèmes et la privacy, le respect des données personnelles. Donc ça, c'était des critères que les 50, un peu plus de 50 experts de haut niveau, c'est comme ça qu'on les appelait, c'est très chic, les experts de haut niveau, c'était des industriels, c'était des juristes, c'était des chercheurs,
qui se sont mis d'accord, on travaille pendant 1 an pour dire, voilà, ça c'est les 7 exigences éthiques. On ne parle pas de règlement encore. Vous savez, le règlement, c'est l'AI Act, c'est 5 ans plus tard. Donc, que vaut l'IA, que vaut ChatGPT sur ces critères? L'action et le contrôle humain, 0. On n'est pas passé tout d'un coup à des personnes qui maîtrisent ce que c'est l'IA générative. La plupart, d'ailleurs, des premières utilisations qui ont été décevantes, peut-être que ça vous est arrivé. Vous avez vu ChatGPT, tiens, on va essayer, ça buzz. Vous lui avez posé une question, donc un peu compliquée, dont vous maîtrisez parfaitement la réponse, et il s'est planté. Et vous vous êtes dit, il est con. Voilà. Voilà, il est complètement con. Et donc, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est la pire utilisation de ChatGPT, puisque vous avez utilisé ChatGPT ou l'IA générative, pour une question qui avait une réponse vraie. Mais tout n'a pas des réponses vraies. Et parfois, vous avez la réponse vraie, mais on ne peut pas la mettre en œuvre, parce que socialement, elle n'est pas acceptable. Donc, dans beaucoup de situations, on ne cherche pas la vérité. Il n'y a parfois pas de vérité. Il y a une solution satisfaisante. Deuxième chose, la robustesse technique et la sécurité. L'erreur est systémique dans ChatGPT. Vous avez peut-être entendu parler du terme hallucination. Vous savez, quand notamment ChatGPT a disserté sur la taille des œufs de vache et la couleur des œufs de vache, voilà, évidemment, bien connu. Tout le monde a dit c'est une hallucination, c'est quand ça ne marche pas. Non, l'hallucination, nous, quand on hallucine, c'est qu'on voit des choses qui n'existent pas, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Eh bien, précisément, l'IA générative n'a rien à voir avec la réalité. Elle ne comprend pas la réalité. Elle ne relie pas le mot et la chose. Elle ne relie pas le signifiant et le signifié. C'est ce qu'on appelle des machines asémantiques. Il n'y a pas compréhension du monde qui est calculée statistiquement dans les propos générés. Donc l'hallucination n'est pas une erreur, c'est le principe de ChatGPT. Le principe de ChatGPT, c'est de produire des choses qui n'ont aucun sens pour lui, mais qui peut en avoir pour nous. Et c'est nous qui lui affectons du sens. La confidentialité et la gouvernance de données, on ne savait rien. Et d'ailleurs, on a trouvé dans les versions 4 de ChatGPT des éléments qui n'ont pu être là que parce que des salariés avaient mis des informations confidentielles sur leur boîte sur la version gratuite. Transparence, c'est une parfaite boîte noire. On appelle ça OpenAI, vous savez, la boîte qui a créé ChatGPT, mais ça devrait s'appeler OpaqueAI. C'est un modèle 100% commercial qui ne fait pas de l'open source, donc on ne sait pas grand-chose. Diversité, non-discrimination et équité. Il y a une éthique, il y a ce qu'on appelle un alignement sur les préférences humaines. C'est les préférences de qui? Celles des fondateurs d'OpenAI. Donc, ils ne sont pas homophobes, très bien, ils ne sont pas sexistes, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas platistes, ils ne sont pas climato-sceptiques. Donc, ils ont essayé de tout faire pour que ChatGPT ne produise pas des propos qui vont alimenter cette vision-là. Mais bien sûr, si vous êtes d'accord avec cette vision-là, vous ne voyez pas le problème. Mais d'autres estiment que cette vision-là, elle est politiquement correcte ou qu'elle n'est pas neutre et que c'est un problème. Elle devrait être neutre, elle devrait être capable de servir toutes les formes d'opinion. Voilà. Elon Musk le pense. C'est pour ça qu'il est sorti du projet de ChatGPT et qu'il a créé Gork, sa propre IA, qu'il trouve beaucoup plus drôle parce qu'elle n'est pas woke, comme il le dit. Donc il y a une éthique, c'est celle des ingénieurs démocrates blancs de la Silicon Valley. Bien-être social et environnemental. Il y a des impacts écologiques déjà considérables, mais potentiellement exponentiels. Il faut imaginer, les travaux on a du mal à trouver des travaux là-dessus, mais grosso modo, un article récent a dit que tous les 25 prompts à peu près, c'est comme si vous gaspilliez un demi-litre d'eau pour refroidir les data centers et les serveurs. Et puis il y a aussi ce problème des micro-travailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui labellisent la donnée de manière, puis généralement dans d'autres pays, même si en France ça se fait, notamment dans la justice, ça s'est fait, il y a des travaux là-dessus. Mais ces micro-travailleurs, quand vous les rencontrez, un de mes collègues, Antonio Cassi, les a rencontrés, il est allé au Madagascar, dans ces centres, et vous savez ce qu'ils leur ont dit quand il est arrivé? Il a dit « Bonjour, nous sommes l'IA. Nous sommes l'IA. Parce que sans nous, il n'y a pas d'IA. » Et c'est vrai.
C'est pour ça que Cassie a appelé son livre « En attendant les robots ». Peut-être qu'un jour, tout sera ça, automatique, mais ce n'est pas vrai. Et enfin, responsabilité. OpenAI n'assume aucune responsabilité. Voilà. Et il le dit régulièrement, d'ailleurs. Et vous savez que l'été dernier, Sam Altman, un des co-créateurs de ChatGPT, a dit, une interview lunaire, « Je suis la personne sur Terre qui a le moins confiance dans ChatGPT. » Voilà. Voilà les nouveaux leaders technologiques qui ont très peur de ce qu'ils produisent, mais qui vous disent quand même de l'utiliser, parce que c'est génial. Moi, je viens de Toulouse. Hein, imaginons, pas en 2050, on va dire 2020, on va être plus optimiste pour les Toulousains. Vol inaugural de l'avion à hydrogène. Et on a la CEO de Airbus qui annonce à quel point elle est fière de sortir avant Boeing cet avion. Et puis elle dit à la fin, par contre, je dois vous avouer quelque chose, je suis la personne sur Terre qui a le moins confiance dans cet avion à hydrogène. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se barre. Voilà. Hein, on se barre. Et surtout, on ne monte pas dedans. Et que fait en fait notre ami Sam Altman? Il dit, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la mienne. C'est votre responsabilité d'utilisateur, individuel, d'utilisateur libre. Et ça, c'est nouveau, quand même, par rapport à ce qu'on fait avec la technologie. Donc cette IA indigne de confiance, j'espère que je vous ai convaincu, eh bien, elle a une énorme adoption. On a l'adoption d'une technologie numérique la plus rapide de l'histoire du numérique. 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, record de TikTok pulvérisé. Les travailleurs l'utilisent, sans le dire. Et pourquoi ils l'utilisent? Alors certes, si vous regardez ce schéma, ils l'utilisent pour chercher des gains de productivité et pour réaliser des tâches répétitives. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils l'utilisent beaucoup pour la créativité, l'innovation, l'inspiration, la recherche et développement, la compréhension des concepts. En fait, quand les travailleurs utilisent spontanément l'IA, ils ne vont pas nécessairement chercher la productivité. Ils la positionnent sur des tâches à haute valeur ajoutée. Ils vont chercher de la qualité et de la performance. Et pourquoi ils vont le chercher? Parce que c'est ça qui nous motive. Ce qui nous motive, ce n'est pas nécessairement la cadence, l'intensification et la productivité. Ce qui nous motive, c'est de faire du bon travail. Alors bien sûr, il y a un biais, hein, parce que vous le savez, l'IA générative, c'est d'abord une technologie qui est orientée vers l'école blanc, hein, vers les métiers de service. Hein, on n'imagine pas, en tout cas encore, un opérateur industriel sortir ChatGPT et essayer d'être créatif pour valider la qualité des soudures sur des châssis de voitures. Voilà. D'ailleurs, il vaut mieux pas. Voilà. Donc, sur cette population-là, qui a initié ses propres usages de l'IA, eh bien, on va chercher du beau travail. Alors, la rencontre de ces pratiques importantes et de ce volume important de pratiques a permis à ChatGPT, enfin à OpenAI, de nous livrer, 1 an après la solution, le mode d'emploi. Donc, sortie de ChatGPT 30 novembre 2022, sortie du mode d'emploi décembre 2023. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Eh bien parce qu'ils ne l'avaient pas. Et comment ils l'ont eu? Eh bien grâce à nous. Grâce à tous ces utilisateurs qui ont foncé vers la gratuité du produit. Nous étions le produit. Nous avons travaillé gracieusement pour permettre à OpenAI de comprendre dans quelle configuration d'usage leur système était le plus performant. Et là, on a commencé à voir, évidemment, avant que le mode d'emploi sorte, des influenceurs hein, qui ont dit, par exemple, donnez-lui un rôle à la manière d'un expert sur les conditions de travail de l'ANACT, analyse ce document. Quand il prend un rôle, un persona, il est meilleur. Rôle. Quand on lui définit la tâche clairement, eh bien, il est meilleur. Tâche. Et quand on lui demande un format d'atterrissage, il est meilleur. RTF, rôle, tâche, format. Voilà des bonnes pratiques qui ont pu émerger. Donc, on se rend compte qu'on a quelque chose dont la valeur se dévoile à l'usage. Alors aujourd'hui, on a les grands principes, mais à la granularité du métier, ça sera la même chose. Et aujourd'hui, dans la plupart des entreprises que je visite, où on annonce la mise à disposition d'un GPT Secured, parce que c'est ça aujourd'hui l'obsession, c'est de sortir du shadow AI, mais de sécuriser les pratiques pour éviter que les données sortent de l'entreprise. On leur sécurise l'écosystème IA,
mais on ne met pas forcément des prescriptions d'usage, parce qu'ils ont compris qu'on ne les avait pas. Et donc, ils créent plutôt des collectifs d'utilisateurs avec des séances de rétexte et de partage de pratiques pour faire émerger la valeur de l'IA générative. Alors, quelques enquêtes ont permis de mettre en avant ce que je viens de vous raconter. Celle-ci avait été faite en mai 2023 et montre que 68% des utilisateurs de ChatGPT au travail le cachent à leur supérieur hiérarchique. Ils le cachent. Alors, j'ai fait un peu des enquêtes pour essayer de comprendre les ressorts de 68%. En fait, une des grandes raisons, c'est qu'ils ne savent pas comment va réagir leur manager. D'abord parce qu'ils utilisent un système qui n'est pas validé par les DSI, donc ça c'est embêtant, mais aussi parce qu'ils ne savent pas comment le manager va réagir pour reconnaître leur travail. Ils ne voient pas comment il va être capable de distinguer son apport de celui de l'IA. Est-ce qu'il ne va pas être traité de feignant parce qu'il a utilisé l'IA? Dans le doute, il préfère le cacher. De même, s'il a gagné en productivité, eh bien, vieux réflexe de l'opérateur sur la chaîne de Taylor ou de Ford, quand vous avez trouvé une astuce pour gagner un peu de temps, vous le gardez le temps. Voilà. Vous n'allez pas dire à votre responsable « Ouh, je m'ennuie un peu, est-ce qu'on peut mettre un peu la gomme parce que là, j'ai gagné 1 heure grâce à ChatGPT, j'aimerais bien un peu plus de boulot. » Non, non, vous le gardez. Donc, 68%. 45% des 18-24 ans qui l'utilisent, 45% des utilisateurs entre 18 et 24 ans, seulement 18% des 35 ans et plus. Donc, on a un écart générationnel dès 2023. Si on regarde la même étude 1 an plus tard, 60% d'utilisateurs en plus, 44% reprennent les résultats sans y toucher, 35% disent qu'ils ne pourraient pas s'en passer, mais 79% sont inquiets. Il y a 1 an, on était à 68% d'inquiets. 1 an plus tard, on est à 79%. Donc ça, c'est vraiment l'effet d'utiliser un outil sans le connaître. C'est qu'on utilise un outil, on a l'effet waouh et on a l'effet wow. Et ça, ce n'est pas soutenable. On ne peut pas avoir peur des outils. Le gap générationnel s'est agrandi en 1 an. On est de plus en plus sur des 18 à 24 ans par rapport aux 35 ans et plus. Par contre, 48% disent qu'ils sont encouragés par leur direction. Donc, on sort un petit peu du shadow. Si on regarde maintenant l'impact sur les étudiants, alors cette étude est plutôt sur 4 grandes écoles, ce qui va vous permettre de comprendre certaines choses qui peuvent être choquantes, notamment sur le fait qu'il y ait 30% des utilisateurs payants. Bon, à 20 € par mois, tout le monde ne peut pas les sortir quand on est étudiant. Donc on est sur 4 grandes écoles, donc sur un échantillon qui est biaisé. Malgré tout, sur ces 4 grandes écoles, 99% disent l'utiliser, 92% régulièrement. 65% disent que la présence de l'IA générative chez leur employeur sera un critère décisif pour choisir la boîte où ils vont aller bosser. 70% ont une vision positive, 52% disent que les ChatGPT les influencent dans leur choix, et 51% disent qu'ils auraient du mal à s'en passer. Encore une fois, on est sur un échantillon très particulier, mais qui déjà est quand même, apporte des enseignements sur la génération qui arrive. Quelques enquêtes ont essayé de mesurer l'apport de l'IA générative. Certaines disent qu'il est énorme, et une autre récemment disent qu'il est très faible. Voilà, très très faible. Je vois Nicolas qui a relayé cette info, cette étude dont on parle beaucoup, qui dit que ça serait moins de 1%, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, cette étude a été faite et le préprint est sorti en septembre 2023. Étude d'Harvard, du MIT, avec des consultants de Boston Consulting Group. 758 consultants répartis en 3 groupes, un qui a accès à l'IA, enfin GPT-4, un qui a accès à ChatGPT-4 et qui a été formé au prompt, et un autre qui a accès à rien. Ils sont punis. Alors, ils n'ont pas expérimenté sur des tâches réelles. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas mis au travail réel, ils les ont mis sur des tâches réalistes. Donc c'était des exercices. 17 tâches réalistes. Premier enseignement de l'étude, ce qu'ils ont appelé une frontière technologique irrégulière. Sur certaines tâches, l'apport de l'IA générative de ChatGPT-4 s'avère extraordinaire, sur d'autres catastrophique. On le découvre à l'usage. Deuxième chose, quand on est à l'intérieur de la frontière, c'est-à-dire à l'intérieur des compétences entre guillemets de ChatGPT-4, eh bien on a des performances spectaculaires. Quand on est à l'extérieur, on a des contre-performances spectaculaires. Ensuite,
le rapport, enfin l'article distingue des protocoles et des types d'utilisateurs. Vous avez les cyborgs. Les cyborgs sont en interaction permanente avec le système d'IA. Ils sont toujours un peu comme un, entre guillemets, collègue avec lequel ils discutent en permanence pour trouver la bonne réponse. Et puis vous avez les centaures, qui sont ceux qui vont séparer les tâches. Il y a des choses, c'est pour moi, d'autres choses, c'est pour l'humain. Sur mon travail, par exemple, où j'interviens beaucoup devant des publics, j'ai été cyborg à un moment quand j'ai cherché des narratifs pour expliquer à un public non averti certains articles scientifiques. Et donc, j'ai cherché les meilleurs narratifs et j'ai utilisé l'IA pour m'aider à trouver des analogies. Et un de mes prompts préférés, c'est voilà, « Je suis l'expert en IA qui cherche à essayer de vulgariser un certain nombre de travaux scientifiques. Explique-moi cette partie de l'article comme si j'avais 10 ans en utilisant une analogie. » Et là, j'ai des analogies incroyables qui souvent d'ailleurs, je me rends compte, me font comprendre l'article. Voilà. Parfois, quand on n'arrive pas, il faut être humble, parfois, quand on n'arrive pas à l'énoncer clairement, c'est qu'on ne l'a pas bien compris. Et puis un jour, voilà, on m'a demandé une formation à l'IA. J'en donne pas beaucoup, mais j'ai dit OK, bon, c'était des copains. Et la personne m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre verbatim? J'envoie voilà, en 6 parties. Très bien. Il me dit, merci beaucoup, est-ce que vous pourriez maintenant me l'envoyer en format Calliope? Donc le format Calliope, c'est un format administratif qui permet à celui qui organise l'événement et à ceux qui y participent d'obtenir une subvention au titre de la formation professionnelle. Je n'avais pas du tout envie de passer 1 heure à mettre mes 6 lignes en format Calliope. Voilà, ce n'est pas ma valeur, ce n'est pas mon moteur. Je n'ai pas de temps pour ça. C'est important pour lui. Et donc là, j'ai envoyé mes 6 lignes dans l'IA générative. J'ai mis mon plus grand set de slides, que je n'avais pas encore préparé la formation, mon plus gros slide. Et j'ai dit, considérant ces 6 axes et mon template, rédige une fiche de formation au format Calliope. 1 seconde plus tard, c'est sorti, avec les temps de chaque séquence et tout. Il a un peu halluciné, il m'a fait faire des choses que je n'avais jamais faites, donc j'ai enlevé. Mais ça m'a quand même donné des idées, donc il y en a 1 ou 2 que j'ai gardées. Et puis j'ai rajouté 2-3 trucs, 5 minutes, j'ai envoyé. Fiévreusement, j'ai attendu la nuit, le lendemain matin, c'est parfait. Je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est un format Calliope, mais j'ai été en mode centaure. Les slides et le sens, c'était pour moi. Le format administratif, c'était pour l'IA. C'était ma manière d'être centaurien avec l'IA. L'étude nous montre par ailleurs, et ça c'est vrai sur beaucoup d'études, que l'utilisation de l'IA a généré une accélération de la courbe d'apprentissage des moyens, des consultants moyens, bien plus que les super consultants. Et là, on a un sujet récurrent, c'est l'accélération des courbes d'apprentissage des juniors ou des moyens, et derrière, la monétisation des experts. Comment ils vont maintenir leur employabilité au niveau où ils sont, au regard du fait que junior plus IA tutoie la performance de l'expert. Alors, ne l'égale pas, mais toute chose égale par ailleurs, à coût beaucoup plus faible. Alors évidemment, pour les juniors, ça peut être une opportunité, mais à terme, ça sera un problème. Parce qu'un jour, ils vont demander de la reconnaissance et une évolution. Mais on leur dira, mais non, puisque moi, je prends n'importe quel junior, je lui file un chat GPT, et il arrive à ce que tu fais. Donc, on a aujourd'hui ce sujet, non pas de la fin de l'expertise, c'est-à-dire de désintéresser l'expertise, mais de la valeur et de la monétisation de l'expertise. Alors, le dernier enseignement, pour moi, de cet épisode IA générative, qui est encore en cours, c'est la façon dont les choses ont pu évoluer. Jusqu'à présent, j'ai étudié des cas d'usage. Un cas d'usage, c'est une utilisation identifiée par le top management pour intégrer l'IA dans une activité. On partait généralement du travail prescrit. Le but, c'était de standardiser des usages et d'augmenter l'organisation. Et ce parcours-là avait un taux de réalisation, de déploiement d'à peu près 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 90% des cas d'usage de l'IA, c'est-à-dire ceux définis par la direction, ne passent pas la période d'essai. Par contre, l'approche Shadow, évidemment, part du travail réel, puisque c'est les collaborateurs qui l'utilisent où ils veulent. Ça libère des usages, et ils ont été très créatifs, et ils ont un sentiment de potentialisation. Donc évidemment, la trajectoire du haut
va continuer à motiver les investissements. Mais en termes d'adoption, je pense que partir du travail réel pour libérer les usages et potentialiser le collaborateur, c'est très inspirant si on veut éviter ce fameux taux d'échec de 80-90%. Je terminerai sur quelques points de vigilance qui vont faire peut-être encore plus sens par rapport à votre expertise. Peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, évidemment, par rapport à votre expertise, et je m'en excuse par avance. L'étude de l'OCDE a montré, une autre étude de l'OCDE a questionné 2 communautés utilisatrices de l'IA. Une communauté du monde de la finance et une communauté de la manufacture. Et il y a un chiffre qui est sorti, qui était très rassurant. Vous verrez souvent Cédric O le citer, par exemple, dire 63% des travailleurs sont plus épanouis quand ils travaillent avec l'IA, de ceux qui ont répondu. Mais ces mêmes 63% disent à 60%, enfin ces mêmes utilisateurs disent être inquiets pour leur avenir. Ok, bon, à court terme, ils sont plus épanouis, à long terme, ils sont inquiets. Pour autant, si on regarde la distribution sociale de cet épanouissement, 4 communautés ont été interrogées. Ceux qui travaillent avec l'IA, ceux qui sont managés par l'IA, ceux qui managent des travailleurs qui travaillent avec l'IA, et ceux dont le métier est l'IA. Eh bien, si on regarde, les 2 dernières communautés sont les plus épanouies. Ceux qui travaillent sur l'IA et ceux qui managent ceux qui travaillent avec l'IA sont plus épanouis que ceux qui travaillent avec l'IA ou ceux qui sont managés par l'IA. Donc on voit bien que derrière ces 63%, il y a une distribution sociale de l'épanouissement qui est inéquitable et qui va être insoutenable à terme. Donc, comment on peut arriver à rendre les choses un peu plus soutenables? Je n'ai pas la vérité, et puis surtout, vous aurez d'autres intervenants qui vont vraiment vous donner des clés. Quelques éléments que nous, on a identifiés au Laboria. D'abord, l'introduction des systèmes d'IA peut fragiliser la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un déplacement de la valeur du travail. La reconnaissance de la singularité. Est-ce qu'on est vraiment tous uniques quand on travaille avec l'IA? Ou est-ce qu'on est ubérisé? La reconnaissance des efforts, la reconnaissance des pratiques, la reconnaissance des résultats. Tout cela est altéré et déplacé. Comment un manager reconnaît un collaborateur qui travaille avec l'IA? On ne sait pas. Et lui, il ne le sait pas. Fragilisation des relations humaines, ça a été dit en introduction. L'IA peut réduire les interactions humaines tout simplement parce qu'il a une propriété très différente des autres machines. Les autres machines nécessitent qu'on apprenne leur langage pour interagir avec elles, ce qui fait qu'à aucun moment, on est dans une forme de confusion. Alors que l'IA, notamment générative, comprend notre langage. Entre guillemets, sait le traiter en tout cas. Il ne le comprend pas vraiment, mais il sait le traiter. Et donc, interagir en dialogue, en langage naturel avec des machines, ça c'est quelque chose qui est anthropologiquement nouveau et qui pourrait se faire au détriment des relations humaines. Notamment, on a identifié dans une étude de 50 early adopters de ChatGPT l'usage massif de ChatGPT pour faire des brainstorming. Le brainstorming est une expérience de travail emblématique de l'intelligence collective, où à la fois on a un résultat, mais surtout on a un processus par lequel on découvre les autres. Et donc si on privilégie l'human machine teaming à cette intelligence collective du brainstorming, évidemment, on altère les relations humaines et le collectif de travail. La surveillance et le contrôle. L'IA peut mesurer l'activité des collaborateurs, elle peut produire un sentiment de surveillance renforcée, on parle beaucoup de management algorithmique. Elle peut amener les collaborateurs à donner le sentiment qu'il doit suivre ce que dit l'algorithme. Au Laboria, on a travaillé notamment sur des activités, c'est super, on découvre plein de métiers quand on travaille sur le Laboria, les boroscopeurs. Qui savent ce que c'est, les boroscopeurs? Non, je peux faire le malin, mais je ne le savais pas il y a quelques semaines. Les boroscopeurs sont des agents qui évaluent certaines pièces difficiles d'accès des avions pour les contrôler, voilà, visuellement. Et l'idée, c'était de faire des binômes humain-IA sur cette activité de surveillance et d'évaluation des pièces d'avion. Vous savez qu'on a 2 aéroports à Paris, donc il y avait 2 équipes, une équipe de boroscopeurs à Orly, une à Roissy. Une équipe a assez facilement accepté le système d'IA et une autre l'a rejeté. Même système, même activité. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'une histoire de technologie déterministe. Il y a aussi des pratiques antérieures qui vont conditionner quelque part
l'adoption du système. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une équipe qui était en management directif et l'autre qui était en management participatif. L'équipe qui était en management directif n'a vu dans l'IA finalement que le ventriloque du management existant. Donc on avait une techno-ventriloque. De l'autre, l'équipe qui était en management participatif a vu un petit chef débarquer, petit chef qui n'était pas dans leur culture participative et limite autogestionnaire. Et donc rejet de la machine. Donc vous voyez, des fois on me dit l'IA fait ci, l'impact de l'IA. Nous, dans notre rapport, on a utilisé le terme impact, notre rapport qui est sorti il y a quelques semaines, mais on parle beaucoup d'appropriation. Parce que l'impact, c'est l'idée qu'il y aurait une espèce d'IA météorite qui nous tombe dessus, et les plus forts survivent, les plus faibles meurent. On doit s'adapter. Vous avez cette course à l'adaptation permanente. En fait, on se rend compte qu'il y a des collectifs, et ces collectifs, les valeurs et la culture de ce collectif sont prédéterminants dans l'adoption du système. Donc il n'y a pas quelque chose de linéaire, et il n'y a pas quelque chose qui doit partir que des propriétés socio-techniques de l'IA. Il y a aussi des cultures, des collectifs différentes qui vont plus ou moins matcher avec ces propriétés socio-techniques. Vigilance sur l'engagement des collaborateurs. Donc la première partie, pour nous, c'était plutôt qualité de vie au travail. La deuxième, c'est plutôt qualité du travail. Perte d'autonomie. Oui, l'IA peut donner le sentiment de réduire l'espace de jugement, de réduire la liberté, le travail réel, réduire l'espace des pratiques, sachant que l'autonomie est une des valeurs par lesquelles la plupart des professionnels évaluent la justice de leur travail. Ça, c'est François Dubé qui nous l'avait dit. Le sentiment de dépossession des savoir-faire, l'IA supprime des pratiques, transforme des pratiques et crée des pratiques. Et ces pratiques sont constitutives de l'identité et des positions professionnelles, du prestige que l'on a. On va travailler au Laboria beaucoup sur le principe de maintenance, et notamment de maintenance prédictive. J'ai été moi-même opérateur dans une imprimerie, et je me souviens qu'à un moment, j'ai vu débouler le chef, dire « t'as pas entendu ?» et arrêter les machines. J'ai rien entendu, il y a un bazar total, etc. Il m'a dit « un jour, tu entendras ». Et effectivement, petit à petit, on distingue parmi ce boa des bruits qui nous font comprendre qu'une machine a un problème. Et aujourd'hui, vous avez des systèmes d'IA qui sont capables de saisir les bruits et de les rapporter à tout un ensemble de bruits qui ont été mis dans sa base de données et qui vont automatiquement, potentiellement, bloquer la machine. Enfin, la déresponsabilisation. Si vous réduisez l'espace de jugement, vous libérez la liberté, et la responsabilité découle fondamentalement d'une liberté. Il ne peut y avoir responsabilité sans liberté. C'est pas moi, c'est la machine. Donc, au Laboria, voilà, on a ces 6 points de vigilance, et c'est à travers ces 6 points de vigilance qu'on a observé les situations de travail. Dans quelle mesure l'IA peut altérer la reconnaissance, ou la transformer en tout cas, dans quel impact sur les relations humaines, le sentiment de surveillance et de contrôle, l'autonomie, le savoir-faire, la responsabilité. Et en fait, si vous avez envie d'aller voir notre rapport et sa synthèse communicante pour ceux qui ont peu de temps, eh bien vous verrez des verbatims, des narratifs, des professionnels qui nous racontent sur ces 6 points, qui sont nos 6 points d'entrée dans le terrain et nos 6 points d'observation, qui nous racontent comment leur activité a été transformée. On a mis notamment en avant ce qu'on appelait un conflit de rationalité. Un conflit de rationalité, c'est lorsque, au travail, l'utilisateur ressent une tension entre ce qu'il vit et ce que l'IA lui recommande. Et il a le sentiment que l'IA lui recommande quelque chose à partir d'un monde tel qu'il devrait être, mais pas tel qu'il est. Et donc on a vraiment cette tension, que vous connaissez évidemment bien, entre le prescrit et le réel. Un exemple, une agence voulait identifier grâce à l'IA la présence de contenus discriminatoires dans une offre d'emploi. Très bien, l'IA pour lutter contre la discrimination, j'achète. Notamment, un propos discriminatoire dans une offre d'emploi peut être véhicule obligatoire, puisque c'était une discrimination basée sur les ressources et la richesse. Donc l'IA vous envoie, attention, discrimination. Sauf que le bon sens de l'agent, il voit que l'annonce, elle se situe dans une zone rurale où de toute façon, le professionnel ne pourra pas, le candidat ne pourra pas s'installer. Donc il lui faudra une voiture. Et à un moment, la discrimination va se reproduire ailleurs. Et donc il la maintient. Et à mesure qu'il la maintient, il reçoit des alertes. Un espèce de petit chef qui lui dit « Non, 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 il faut la laisser, il faut l'enlever, tu ne peux pas la laisser. »
Et ça l'agace. Ça nous a amené, pour terminer, sur des recommandations. Je vais être assez court, vous pouvez les lire. Évidemment, elles sont très triviales pour des experts comme vous. Partir du travail réel, co-concevoir, notamment via le dialogue social, réassurer les travailleurs par les systèmes d'IA, c'est-à-dire créer des systèmes d'IA non pas qui nous challenge, mais plutôt qui nous réassurent dans nos situations de travail. Développer ce qu'on appelait une explicabilité située. Je vous ai dit que l'IA n'était pas explicable, mais le travailleur il a besoin d'explications pour juger, pour évaluer. Et enfin, accepter l'imprévisibilité des situations. Aujourd'hui, les systèmes d'IA ne sont pas sur étagère, ils ne sont pas matures. Et donc, il faut accepter de se mettre dans des collectifs apprenants pour que tout le monde apprenne de ces situations-là. Il n'y a pas des sachants, il n'y a pas des consultants qui savent. Ceux qu'ils disent qu'ils savent mentent. Ou ils se mentent à eux-mêmes peut-être. Ils ont peut-être des bonnes pratiques, mais en aucun cas, ils peuvent verrouiller le succès d'un cas d'usage. Sinon, ça se saurait. Il n'y a pas très longtemps, McKinsey a avoué qu'il s'était totalement planté depuis des années. Je crois que c'est encore grâce à Nicolas que je le sais, ça. Les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation, des fois, ont du sens. Eh bien, ils se sont complètement plantés sur leur manière. Ceci dit, ils disent toujours pas qu'il faut du dialogue social. Voilà. Ils disent juste qu'il faut une autre méthode, plus techno. Ce qu'on va faire, et le 1er juillet, on fait un webinaire où on va proposer d'abord ce qu'on a fait et un peu ce qu'on va faire. On va faire des études sectorielles dans les activités de production et logistique et les industries culturelles et créatives. On va faire des études transverses. Aujourd'hui, on a un sujet IA et recrutement et IA inclusion qui est validé par le ministère du Travail. Et on voudrait être un centre de ressources. C'est pour ça qu'on est allé voir l'INRS il y a quelques semaines pour savoir comment on pouvait construire un centre de ressources de référence, comme l'INRS l'est sur la santé et le travail. Puis on voudrait créer un centre de ressources de référence sur IA et travail, en concevant des ressources, en identifiant, en valorisant celles qui sont faites par d'autres, en animant ce collectif. Notamment, l'ANACT a produit pas mal de ressources dans le cadre de projets. Les valoriser, faire en sorte que quand quelqu'un cherche à introduire l'IA au travail, eh bien, il tombe sur des ressources qui lui permettent d'intégrer la notion de travail dans ses projets. Merci d'avoir réfléchi avec moi. Merci infiniment Yann, c'était absolument incroyable. Effectivement, ça nous amène à beaucoup de réflexions. Est-ce que, alors peut-être vous informer que nous avons à peu près une demi-heure de décalage par rapport aux horaires, donc pas d'inquiétude, hein, on terminera à 12h30 au lieu de terminer à midi cette matinée. Je vous propose donc de consacrer quand même 5-10 minutes aux questions, si vous le souhaitez, avant qu'on enchaîne sur la séquence des tables rondes pour compléter. Alors, voilà, peut-être, sauf s'il y a déjà une main qui se lève, mais moi j'en ai une qui me tarde. Ah ben voilà, allez, je vous passe la parole. Merci de vous présenter peut-être avant de poser votre question. Merci. Bonjour, François Carmeil, DRH dans une ETI du bâtiment de 500 salariés. Totalement novice sur le sujet de l'IA. Voilà. L'idée, quand on manage des équipes, c'est aussi de développer les compétences. Et je reviens sur votre anecdote sur Calliope. Vous vous dites, j'ai produit un résultat, mais j'ai toujours rien compris à ce qu'était Calliope. Après, on peut très bien vivre sans savoir ce qu'est Calliope, évidemment, mais pour d'autres compétences, c'est plus ennuyeux. Et ma question était la suivante. Dans les points de vigilance que vous avez nommés, vous parliez de dépossession des savoir-faire quand on les a déjà. Et est-ce qu'il y a des études ou est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été menées sur le fait que l'IA puisse empêcher l'acquisition ou ralentir l'apprentissage des compétences humaines? On a beaucoup parlé de ce que l'IA était capable d'acquérir. De l'autre côté, est-ce que ça a un impact? Est-ce que, comme pour Calliope, je vais apprendre moins vite parce que j'ai du résultat très rapide? Il y a une réflexion à un niveau académique sur... parce qu'évidemment, il y a un grand buzz de l'IA et puis l'éducation nationale s'en saisit. Et les profs sont morts de trouille. Voilà, ils pensent que c'est triché et sur certaines façons, ils ont raison. C'est plutôt l'idée... peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs, ce qu'on a fait avec l'engouement pour les tablettes, etc. On sait qu'on revient en arrière, mais d'identifier des fenêtres d'apprentissage. Il y a des fenêtres d'apprentissage où à un moment, il est dangereux, entre guillemets, sur le plan cognitif, d'introduire l'IA parce que c'est le moment où
on a une plasticité cérébrale qui permet d'acquérir la compétence. Et s'assurer que ChatGPT ne vient pas boucher le parcours d'accès vers la compétence. Donc ça, c'est au niveau scolaire. Au niveau professionnel, il y a une réflexion sur l'automatisation des tâches d'entrée qui risque de priver les juniors de courbes d'apprentissage. Et donc, comment on fait des parcours d'apprentissage pour des juniors qui n'ont plus de tâches d'entrée, qui leur permet non seulement d'avoir un peu de contrôle sur leur activité, d'avoir un sentiment de contribuer, mais aussi d'apprendre pour aller vers le complexe. Donc là, il y a des réflexions, mais qui sont des réflexions de chercheurs, avec des recommandations justement pour regarder comment on refait les onboardings sur les juniors pour les amener à acquérir les compétences. Vous avez la réflexion de Toyota qui a recréé au Japon un centre des hard skills où on revient régulièrement se former à la tâche que la machine fait la plupart du temps, mais il y a l'idée que l'honneur professionnel, c'est être capable de faire ce que la machine fait. Contrôler une machine qui fait une tâche qu'on ne sait pas faire soi-même, ce n'est pas être un professionnel. Et enfin, vous avez certaines écoles de design qui ont accompagné l'introduction de l'IA générative dans leur parcours par une augmentation des heures dédiées au dessin, pour s'assurer que les compétences d'IA ne se fassent pas au détriment des hard skills de dessin. Donc tout ça, ce sont des petites tendances, loin d'être des grands axes d'accord et de consensus. Chacun bricole des choses par rapport à ce qui arrive. Une autre question? Du coup, oui. Je ne vais pas trop en dire parce que comme j'interviens tout à l'heure, je ne voudrais pas faire doublon. Sur la question d'apprentissage, aujourd'hui on parle du travail et vous avez soulevé la question effectivement des jeunes. Parce qu'effectivement, ça donne une image de facilité. Et du coup, on ne s'entraîne pas. Et moi, j'aime bien prendre un exemple, c'est le GPS en voiture. On a un sens de l'orientation, un peu inné. Enfin voilà, il paraît que c'est parce qu'on cherchait les animaux dans les cavernes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une certaine dépendance, où le conducteur est tellement dépendant de son GPS qu'il est infoutu de réfléchir. Donc on voit bien, donc même des gens brillants. Donc on voit bien qu'il y a un piège, et je pense que vous avez dit tout à l'heure, les enseignants, ils en ont peur, et ça aussi c'est un problème, parce qu'en fait, ils doivent prendre en possession l'IA pour aider les jeunes à utiliser l'IA tout en continuant leur apprentissage, alors que là, ça substitue. Et finalement, je crois qu'il y avait un bouquin là-dessus sur le crétinisme qu'on entretient. Le risque, c'est de se retrouver avec des gens de moins en moins intelligents, autonomes dans leur intelligence, parce que trop dépendants de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils ne se challengent pas, quoi. Et ça, il faut que ce soit des éducateurs, c'est-à-dire que des gens qui savent, ils s'approprient l'IA, ils n'en aient pas peur. Alors c'est vrai que bon, il y a malgré tout quand même, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, hein, il y a une récurrence de panique dès qu'il y a une révolution dans les technologies de l'intelligence. On a tous en tête le refus de l'écriture par Socrate, hein, qui dit l'écriture rend idiot. Voilà, l'écriture rend idiot. Enfin, en tout cas, il ne dit pas vraiment rend idiot, ça fait perdre la mémoire. Donc ça fait perdre une capacité cognitive. Et quelques siècles plus tard, Montaigne lui répond, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc on n'est pas dans la mémorisation, on est dans la capacité à raisonner. Moi, je suis des années 80, on disait la télé rend idiot, surtout le Club Dorothée. Voilà, le Club Dorothée, ça rend idiot. Les mangas japonais, ça va nous rendre idiots. Et puis, non seulement on condamne souvent, enfin en tout cas on critique très fortement la nouvelle technologie de l'intelligence, mais on restaure la précédente. Par exemple, quand on a dit ah tiens, GPT c'est pas bien, alors que Google, lui, il cite ses sources. Alors qu'on oublie qu'il y a quelques années, Google, c'était la panique. Wikipédia, il y a quelques années, on disait c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'autorité. D'ailleurs, il y a eu une dispute entre les deux fondateurs de Wikipédia. Il y en a un qui voulait qu'il y ait des autorités qui valident et l'autre qui disait non, c'est que de l'automodération, etc. Et c'est la vision de Wells qui a gagné, hein, cette automodération. Mais aujourd'hui, quand on est enseignant, on dit un peu moins n'allez pas sur Wikipédia. Alors que quand j'ai démarré en 2005, l'enseignement, on disait surtout n'allez pas sur Wikipédia parce qu'il n'y a pas d'autorité scientifique qui valide. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est très troublé. Pour moi, voilà, encore une fois, le sujet n'est pas tant de dire interdire ou pas interdire, mais de trouver les bonnes entrées dans les parcours d'apprentissage, que ce soit des parcours en formation initiale, ou que ce soit en formation professionnelle, ou que ce soit dans l'entrée dans un métier, de trouver les bonnes fenêtres. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné ma fille sur son rapport de stage.
Et on galérait, quoi. Enfin, galérer, c'est très dur. On devait écrire 20 pages à 14 ans, c'est très compliqué. Moi, elle me demandait de l'aide. Alors, j'étais là, et puis j'avais pas le temps. Je savais que tout le temps que j'allais prendre, ça serait du travail la nuit, etc. Mais dans ma petite tête, il y avait le petit diable qui disait ChatGPT, voilà. Hein, et puis je pourrais dire, je vais former ma fille à ChatGPT. Voilà, elle sera en avance sur les autres. Mais je l'aurais privé déjà de la fenêtre d'apprentissage, parce que si en troisième on demande d'écrire 20 pages, c'est qu'il y a des gens qui ont dû réfléchir, des sachants qui ont dû réfléchir pour dire c'est le moment où on est mature pour le faire, et puis 20 pages c'est 40 après, et puis 60, et puis peut-être une thèse, on ne sait jamais. Et puis je l'aurais privé aussi du plaisir qu'elle a eu chez l'imprimeur, quand elle a obtenu son rapport de stage qui est sorti. Donc le plaisir du travail dur, du labeur, mais derrière il y a un résultat. Et au-delà du plaisir du cas d'espèce, expérimenter ce plaisir de l'effort récompensé, c'est une dynamique majeure pour motiver les efforts. Si effectivement au moment où les efforts se font, on les démotive, ou en tout cas on ne produit pas cet effet de satisfaction en disant, voilà, souffrance, on sait que travail, il y a une notion de souffrance avec Tripalium, voilà, s'il n'y a pas souffrance, la souffrance amène aussi quelque part à la satisfaction, au fait d'aller au-delà de soi-même. Le dépassement de soi demande de l'effort, et si effectivement on réduit les expériences d'effort, on réduit le lien qu'on fait entre le plaisir et les efforts. Et donc il faut éviter de le faire. Elle a une copine qui n'est pas allée à son stage, et qui a fait son rapport de stage avec ChatGPT, et elle a eu 8. Et ma fille a eu 19. Et là, derrière, voilà, il y a le petit schtroumpf à lunettes qui dit, tu vois, tu as eu raison. ChatGPT, le moindre effort, c'est 8. Mais des fois, 8, ça suffit pour des gens. Bien, sauf s'il y a encore une question, mais on peut en garder pour les intervenants suivants. Je vais remercier Yann Ferguson et on va l'applaudir.